Oh, regardez, aux archives départementales, ils ont le journal d'un jeune Aménon, un certain Jacques Gougo. Celui-ci, c'est un courrier du maire d'Amiens qui date de mars 1918. Monsieur Der, oui, super intéressant ces documents. Oui, ça vous permet de découvrir ce qui s'est véritablement déroulé à Amiens en mars 1918. Moi, je pense qu'on devrait trouver un moyen de les faire découvrir à tous les Amiénois. Tu as raison. Enquêtons sur les événements qui se sont déroulés en mars 1918 à Amiens. Vendredi 22 mars 1918, les Allemands ont attaqué le front britannique. Les Français sont forcés d'évacuer Ham, qui est très bombardé. Les Boches ont avancé. Ils ont attaqué sur un front de 80 km. Dimanche 23 mars 1918, les Allemands bombardent Paris avec des canons monstres. Ils ont déjà tiré 24 obus de 240 sur Paris. Une dizaine de morts et une quinzaine de blessés. Paris est à 112 km. La bataille se continue, gigantesque, de l'Oise à la Somme. Les Boches sont toujours victorieux. Ils ont franchi la Somme en divers points. Les Gotha sont venus sur Amiens comme hier. Lundi 25 mars 1918, la terrible bataille continue. Les Gotha sont venus sur Amiens pour la 3e fois. La maison tremblait, le tabouret du piano est tombé, fenêtres et portes s'ouvraient. À Longo, une bombe est tombée sur un train de munitions qui a sauté pendant plus de 2 heures. Toute la gare de Longo est rasée. 6 torpilles sont tombées sur le roi Dompierre, près du jardin des plantes. Il ne reste plus rien. Une dizaine de maisons détruites. Le roi Dompierre est tué. Sa bonne, sa femme, ses enfants sont tués aussi. À Saint-Acheul, boulevard Pont-Noyel, beaucoup de bombes. Une bombe est tombée sur la place du Cirque, une sur le boulevard, une deuxième sur la voie ferrée. D'énormes dégâts matériels. Mardi 26 mars, les Boches ont encore amené des troupes fraîches. L'ennemi a avancé en subissant de lourdes pertes. C'est une véritable boucherie. Chaque jour, Paris reçoit des obus envoyés par le canon monstre. Chaque nuit, Paris est bombardé par les Gotha. Cette nuit à Amiens, il y a eu une alerte dans la nuit du 25 au 26 mars. À Amiens, nous entendons très bien le canon du front. Mercredi 27 mars. Dans la nuit du 26 au 27, les Gotha sont venus. Ils ont jeté de nombreuses bombes. La maison a été secouée. Demain, nous saurons où elles sont tombées. D'après le récit que le maire M. Duchossois fait dans son journal, la ville d'Amiens a été de nombreuses fois bombardée par des avions allemands qui larguaient des bombes qu'ils n'avaient pas lancées sur Paris, occasionnant déjà d'importantes destructions rue Cosette, rue Latour, rue Delpech, rue Jules Barny. Mais l'attaque la plus foudroyante fut celle de la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mars 2018. La ville d'Amiens est méconnaissable, c'est le cas de la rue des Trois Cailloux. Bonjour à tous. Nous voici devant les nouvelles galeries. Comme vous le voyez derrière moi, les nouvelles galeries font partie des bâtiments les plus touchés. En effet, seule la façade avant a survécu. Toutes les vitres ont été brisées et certaines fenêtres ont été déformées. À l'arrière, une partie de la façade et surtout des débris sont visibles. Nous allons interroger un témoin. Bonjour monsieur. Les galeries ont-elles été les seules victimes des bombardements allemands? Non, à quelques centaines de mètres, un obus est tombé au milieu de la cour de la préfecture. Monsieur Moulet, le préfet, a été gravement blessé par un éclat d'obus. Il a été évacué quelques heures plus tard. Il paraît qu'un nouveau préfet installé à Ville sera rapidement nommé pour le remplacer. Merci pour ces informations précieuses. Bonjour monsieur. Connaissez-vous plus d'informations sur la préfecture? Oui, je n'étais pas loin lorsque la préfecture a été bombardée. Le bruit était dépourvu de cris. Avez-vous plus de détails concernant la préfecture? Oui, il y a eu beaucoup de dégâts, comme des vitres qui se brisent, des dalles qui explosent et des pierres qui se fissurent. Merci pour ces informations. Au revoir. Proclamation à la population d'Amiens. L'ennemi menace encore une fois notre ville. Devant l'impossibilité absolue d'assurer le fonctionnement des services municipaux, songeant aux victimes que les bombardements aériens font si nombreuses parmi la population civile, un devoir s'impose à nous, quelque douloureux qu'il soit à remplir. Nous conseillons donc aux habitants de la ville d'Amiens et à tous ceux qui y résident de s'en éloigner par l'ouest ou le sud-ouest aussitôt que possible.
l'administration municipale assure l'évacuation des malades des hôpitaux, des vieillards et des enfants de Saint-Charles. Dès qu'elle sera fixée sur l'endroit où elle jugera devoir établir son siège, l'administration municipale le fera connaître par la voie de la presse. Courage et confiance en des jours meilleurs. L'adjoint faisant fonction de maire, Monsieur Duchossois. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 mars. Il y a quelques jours déjà, nous avons interrogé Monsieur Duchossois, le maire d'Amiens, qui nous rapportait avoir appelé dès 7h du matin des militaires à bord de leur camion pour faire évacuer le plus de personnes possible dans la zone comprise entre Nesle et Rosières. Cette opération fut répétée jour et nuit afin de faire évacuer le plus de personnes possible. Au total, le maire a fait évacuer plus de 400 personnes. En ville, de nombreux évacués errent avec leurs baluchons. Voici un témoin, interrogeons-le. Bonjour madame, que pouvez-vous nous dire sur cette évacuation? Bonjour, les gens étaient en panique. Les Allemands avancent à grands pas. Je ne compte pas rester ici. En effet, aujourd'hui la situation est encore plus dramatique. Dans un message solennel, M. Duchossois s'adresse à la population d'Amiens en leur demandant de fuir la ville et de partir vers le nord ou le sud d'Amiens, mais de ne pas rester en centre-ville, car bientôt de nouveaux bombardements vont arriver. Et vous, Sarah, où allez-vous vous réfugier? Chez ma tante, en Seine-Maritime. C'est décidé, je ne reste pas ici. En plus, il paraît que tous les employés de la mairie sont partis sans prévenir et nous ont laissé tomber. En effet, selon des sources, les services sont désertés. Le maire se sent trahi et aurait même dit « Je pense que si le Christ a été trahi 3 fois avant le chant du coq, moi j'ai été trahi 20 fois dans la matinée. » Quelques jours plus tard, le dimanche 31 mars, le président de la République, Raymond Poincaré, rencontre le maire d'Amiens devant la préfecture et déclare « Les Allemands n'auront pas Amiens. Nous défendrons Amiens comme nous défendrions Paris. D'ailleurs, le sort de Paris, c'est le sort de la capitale et de la France. Donc, courage et confiance. » Nous sommes le 27 mars 1918, il est 6h30. Devant la gare d'Amiens, infirmières et personnel hospitalier s'apprêtent à partir à la suite de la décision prise de l'évacuation des hôpitaux militaires de la ville d'Amiens. Comme en témoigne Marguerite Comte, infirmière de la Croix-Rouge, dans le journal qu'elle tient durant ces moments tragiques. Les boulevards de la ville ont un aspect désolé et nous quittons notre hôpital émus et angoissés. Retrouvons notre reporter sur place. Bonjour, oui, je viens d'arriver devant la gare. À côté de moi, j'ai un habitant qui vient d'assister au départ des infirmières de la Croix-Rouge qui viennent d'embarquer. Où vont-elles? Elles se rendent à Beauvais. J'ai pu m'entretenir avec Marguerite Comte, infirmière de la Croix-Rouge, qui m'a raconté cette semaine tragique. Les flots de réfugiés qui viennent des régions de Péronne, Ham, à partir du vendredi 22 mars et puis à partir du samedi. Face au recul de l'armée française, c'est l'exode des habitants du Santerre. Quand l'ordre a-t-il été donné d'évacuer les services hospitaliers de la ville? L'ordre a été donné au médecin-chef le lundi 25 mars. Le jour même, le professeur Parot, médecin-chef du centre hospitalier, a organisé une réunion de 2 heures en vue des évacuations des services et du transport des blessés. On organise aussi l'emballage des archives, les objets de valeur, les instruments de chirurgie qui sont indispensables à la bonne prise en charge des malades. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de l'Hôtel-Dieu avec Morgane, une infirmière de la Croix-Rouge, et Noah, un orphelin qui va bientôt être évacué pour vous parler de l'évacuation des centres hospitaliers de la ville d'Amiens. L'hôpital Saint-Charles abrite des enfants ainsi que des vieillards qui ont dû être évacués en raison des bombardements. Où sont-ils évacués? 49 enfants ont été évacués dans la maison de charité de la rue Elbeuf à Rouen. Certains de ces enfants ont ensuite été envoyés à Nice, au palais impérial, pour y rejoindre des enfants hospitalisés de la ville d'Amiens. Les fous de Dury ont, eux, été envoyés à Lourdes, et environ 120 vieillards ont rejoint quant à eux l'hospice civil de Saint-Lô. Quand sont-ils évacués? Ils sont évacués le 17 avril 1918. Monsieur Lecomte et l'adjoint au maire étaient là ce matin pour assister à l'évacuation de Saint-Charles. Qui s'occupe de l'évacuation? Ce sont les services d'évacuation mis en place par la préfecture. Qu'en est-il du matériel? Nous avons fait une liste du matériel à joindre aux différents wagons. Des couvertures, des lits, des draps. Chaque évacué des services hospitaliers emporte avec lui un paquet de vivres au cas où le ravitaillement manquerait. Monsieur le maire a été informé du bon accueil réservé aux réfugiés de l'hôpital Saint-Charles à Rouen. Le 2 avril 1918, il adresse cette lettre de remerciement au maire de Rouen.
Hôtel de Ville d'Amiens, 2 avril 1918. Monsieur le maire de Rouen, au nom de la ville d'Amiens, je vous remercie de tout mon cœur pour l'aide apportée à tous mes concitoyens. Par Dutillot, j'ai appris la générosité des habitants de Rouen pour tous nos malheureux évacués. Encore une fois, le français montre que la solidarité n'est pas un vain mot. Recevez pour tous l'expression de notre vive reconnaissance. Monsieur Duchossois. Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve avec un agent de la préfecture pour vous parler du déménagement de ce lieu emblématique de la ville. Il a commencé le 12 mai et se poursuit depuis alors. Monsieur l'agent, par qui le déménagement est-il ordonné? Il est ordonné par le capitaine Tafouro, inspecteur permanent des services automobiles des régions de l'Ouest, sur la demande du préfet de la Somme. Est-il seul dans l'organisation de ce déménagement? Cet officier nomme également l'officier Vitré, déménageur dans le civil, afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation des déménagements demandés. Et où trouver, au milieu des bombardements, une telle main-d'œuvre qui accepte de déménager le mobilier? Ce sont 150 Marocains encadrés par une quinzaine de déménageurs professionnels ainsi que 5 ou 6 menuisiers. Mais comment le mobilier est-il déménagé? Le mobilier est déménagé grâce au camion de la TM 1436 basé à Rieux. Quelque temps plus tard, le 28 août, le préfet du département de la Somme reçoit une lettre de la Direction générale des troupes coloniales indiquant que le salaire des journées de chômage des travailleurs marocains mis à disposition pour les déménagements de la ville d'Amiens n'avait pas été payé. Et pourtant, les Marocains ont fait preuve du meilleur esprit en travaillant sans arrêt malgré les bombardements. Nous sommes le 7 juin 1918 devant le musée d'Amiens, lors de la fin du déménagement des œuvres du musée. Comme vous pouvez le constater, une partie du musée a été détruite par les bombardements des Gotha allemands. Nous sommes avec Pauline, qui fait partie de l'équipe de Monsieur Boutreux chargée de déménager les œuvres du musée. Racontez-nous. Nous avons commencé par les œuvres de premier ordre, comme les primitifs et les toiles de Puvis de Chavannes, et enfin les toiles les plus modernes. Nous avons reçu les ordres de la part de l'officier Génie de Sabat, qui est chef de service au front nord d'Arras, le 11 avril 1918. Présentez-nous votre équipe. Nous sommes une équipe volontaire spécialisée dans le démarouflage. Parmi nous, nous avons 4 menuisiers et 6 démaroufleurs. Et puis notre opération n'aurait jamais eu lieu sans l'aide précieuse des pompiers qui organisaient les échafaudages, et cela sous les bombes. Comment s'est déroulée l'opération? Notre opération a été difficile. À partir du 25 mai 1918, nous avons commencé le démarouflage des œuvres du Puvis de Chavannes, et cela dans des conditions difficiles. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le démarouflage? Le démarouflage consiste à ôter la toile de son support, et cela a été difficile à cause des coups de ciseaux hâtifs. Reste-t-il des œuvres dans le musée? Oui, quelques-unes, mais le reste est en sécurité. Et où se sont retrouvées les autres œuvres? Nous avons réparti les œuvres du Puvis de Chavannes au château de Blois, dans la ville de Caen, Martinville et Eu. Avez-vous fini? Oui, mais certaines œuvres ont été repeintes et malheureusement dénaturées. Le 14 janvier 1919, dans un article, M. Van de Velde, un artiste peintre, revient sur l'opération du déménagement de l'œuvre, en dénonçant le peu d'implication de M. Boutreux et les nombreuses cassures qu'ont subies certaines œuvres à cause de coups de ciseaux hâtifs. Nous sommes devant l'école normale institutrice pour vous parler du déménagement lors de l'évacuation de la ville. Madame Lemort fut chargée de s'occuper du bon déroulement des opérations. Cette femme, née le 22 janvier 1882 à Barfleur dans la Manche, fut institutrice du 1er août 1901 au 28 janvier 1914. Par la suite, elle est devenue économe. Lors du bombardement, elle est restée dans l'établissement après le départ des jeunes filles pour s'assurer que le déménagement des archives et du mobilier de l'école se passe comme prévu. Après la guerre, elle a été récompensée et a obtenu des distinctions honorifiques pour son action méthodique et consciencieuse. Nous sommes sur le site d'un hôpital militaire, l'hôpital général numéro 7. En effet, l'établissement La Sainte Famille fut transformé en hôpital temporaire français entre 1914 et 1915, britannique entre 1915 et 1916, néo-zélandais puis franco-britannique entre 1917 et 1918. Le site était même équipé d'un matériel radiologique. Selon les ordres de Churchill, les hôpitaux anglais qui se situaient à Amiens, Sainte-Famille, lycée de jeunes filles, Michelis et la rue Laurando, étaient prêtés aux autorités françaises pour recevoir les blessés français. À la Sainte-Famille, ce sont les sœurs qui s'occupaient des blessés. Je n'étais pas au courant de tout ça, comme quoi un lieu peut cacher beaucoup de secrets. Regardez comment était la Sainte Famille avant. Ça a vraiment changé, c'est incroyable. Avant, il n'y avait rien. Mais ça veut dire que
Là, ici, on soignait les malades. Oui, à la place des salles de classe, eh bien, on avait des chambres d'hôpital. C'est exact. On a appris que de nombreux endroits d'Amiens ont été bombardés. La préfecture, le musée, le cirque, la gare et la Sainte Famille. Qu'en est-il? Oui, bien sûr, l'établissement de la Sainte Famille a été bombardé à plusieurs endroits. De nombreux obus tombent sur l'établissement en 1917. Il n'y a aucun dégât ni blessé car les obus tombent dans le jardin. En revanche, à partir de l'offensive allemande du 21 mars 1918, on déplore de nombreux dégâts et victimes. Oui, j'en ai entendu parler. La Sainte Famille était certainement le monument le plus touché par les obus et le cœur de la chapelle a été totalement ravagé. Comme Saint-Martin nous a prêté une voiture à bras, nous avons dû traîner jusqu'à la gare sur la voiture qui était très lourde à cause de grand-mère et des paquets. Arrivés à la gare Saint-Roch, nous avons monté et hissé grand-mère dans un tortillard. Celui-ci devait partir à 1h de l'après-midi. Il n'est parti qu'à 5h moins le quart. Nous sommes arrivés à Aumale à 9h du soir. Toute l'après-midi dans un train pour faire 40 km. Nous avons cherché des lits, mais il y avait tant de réfugiés dans toutes les chambres que tout était pris. Nous avons cassé la croûte dans le train. Nous avons couché sur les banquettes. C'est alors que nous comprenons la tristesse de l'évacuation. Nous abandonnons tout. Comment retrouverons-nous tout cela ? Life of peace.